Alors, on va commencer tout de suite le webinaire. Il est 10 heures pile. Donc, le sujet de la matinée, c'est expérience client. Pourquoi miser sur l'excellence relationnelle? Alors, pour cela, j'ai vraiment le plaisir de recevoir un consultant que j'adore et qui est également un podcasteur, donc Julien Rigal-Dupont. Alors, si tu veux, Julien, peut-être que l'on peut commencer par se présenter. Je te laisse Exactement. toi-même par te présenter et ensuite, je finirai par moi. Alors moi, j'aimerais déjà te dire merci parce que c'est très, très agréable d'être cette matinée avec toi, ce court moment. Je suis un ancien RH pour le coup et derrière le mot RH, j'ai toujours mis le mot relation et même richesse humaine. Donc j'étais le RH qui ouvrait la porte pour le coup et qui lançait des sujets les ressources humaines, mais la relation humaine pour le coup, et pour donner un semblant de communication dans les entreprises. Donc, à ce jour, je suis créateur d'un cabinet de conseil en expérience client qui s'appelle JRD Expérience. Ah, attends, ça c'est tac. Ah, pardon, qui est ici. Et donc, sur le fait, tout simplement, de remettre un petit peu un tissu de relations humaines. On a remarqué qu'avec la nous avions des relations qui étaient faites à distance dans un premier temps. Et puis aujourd'hui, on vous demande tranquillement de revenir au travail, mais sans oublier qu'il faut bien communiquer et surtout bien communiquer avec ses clients. En parallèle de ça, de cette activité de conseil et de formation, j'ai un podcast, comme l'a dit cher Frédéric, que j'ai eu le plaisir et l'honneur d'avoir comme invité il y a quelques mois, parce que ça commence à faire. Et à ce jour, ce podcast s'appelle Expérience pour le coup. Et il met en avant des talentueuses personnes, des femmes, des hommes, qui ont des parcours assez atypiques et qui ont envie de raconter leur propre histoire. Et c'est ce qu'on demande tout compte fait quand on est, et je pense que Fred me relatera là-dessus, c'est ce qu'on demande tout compte fait aux collaborateurs, aux équipes, de délivrer une expérience saine, authentique et naturelle. Il y a de la préparation, c'est très important, mais on n'oublie pas que tout compte fait, le tissu relationnel doit toujours exister au sein de nos équipes, envers nous-mêmes, parce qu'il faut aussi prendre du temps pour soi, pour délivrer cette expérience et surtout cette personnalisation. C'est à ton tour, mon cher Fred, de te présenter, parce que quelques personnes tu connais dans l'auditoire, donc je te laisse te présenter. Alors en fait, mon Frédéric Hanvet, product manager et chargé de marketing opérationnel chez Eloquent. Et donc en fait, Eloquent, si vous ne le connaissez pas, on est expert de la relation client depuis plus de 20 ans. En fait, on a plus de 300 clients en Europe et en France, bien entendu, et on gère à peu près, on va dire 600 millions d'interactions clients par année, que ce soit des conversations par chat avec nos solutions de centre de contact ou des enquêtes de satisfaction, tout simplement. En fait, on a une double activité qui est à la fois éditeur de solutions de centre de contact, donc en fait, bien sûr, multicanal, téléphone, chat, mail, etc., etc., et également les callbots et chatbots. On est également éditeur de solutions d'enquête de satisfaction client et collaborateur. Et c'est vrai que l'enquête collaborateur a de plus en plus d'importance, en particulier quand il y a des équipes qui sont à distance, avec soit des enquêtes pulse, régulièrement pour prendre le pouls des collaborateurs, comme on le fait chez nous, ou tout simplement faire des enquêtes d'onboarding que Julien, tu connais bien. Une fois qu'un salarié arrive dans l'entreprise, généralement au bout de 2-3 semaines, on va lui mettre une enquête avec un rapport d'étonnement pour savoir un peu comment ça se passe. Régulièrement aussi, on envoie des communications et ça permet justement de prendre le pouls de l'entreprise. Donc voilà, donc ça c'est le métier d'Eloquent. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on vous a fait un petit programme assez simple. On va commencer un petit peu sur qu'est-ce que l'excellence relationnelle, pourquoi c'est important, et on passera au cas pratique. Et après, vous aurez la parole, puisqu'en fait, on a lancé d'abord une petite enquête, mais aussi on vous laissera parler. Voilà. Donc Julien, je te laisse peut-être commencer par la première partie en se disant, mais pourquoi faut-il miser sur l'excellence relationnelle et pas se concentrer sur des outils ou des process, etc., etc. Alors, il y a une relation. Il faut toujours avoir des outils parce qu'on en parlera avec Fred et son expertise grâce à Eloquent, pour le coup, qui accompagne de nombreux clients. La question qu'on pose aujourd'hui, c'est pourquoi miser sur l'excellence relationnelle? C'est vrai que c'est un sujet très important dans les entreprises qui est des fois, selon certaines entreprises, mis de côté. Il y a une image qu'on a trouvée avec Fred et qui est assez drôle. C'est quand on est en centre de relation d'appel, et c'était à l'époque aussi pareil, quand on est direct, il faut que tu ailles répondre tout de suite. Ah non, mais il faut attendre les fameuses 3 sonneries pour que je puisse me préparer à répondre. Donc, c'est vrai que ça, dans certaines entreprises, on est sur du flux tendu. Et la réponse. Et il y a la petite. Elle est où le conseiller qui était là hier? Alors, pour te dire, il est parti. Et il est parti surtout avec le remplaçant. Donc, il faut qu'on arrive à trouver, tout compte fait, des moteurs et ses propres drivers pour mettre en place une bonne relation client,
mais pas que, une relation pour le coup qui est personnelle. Et quand on travaille avec des clients et des multi-clients qui ont des problématiques toutes différentes, il faut à un moment donné savoir les accueillir et surtout délivrer la bonne façon d'accueillir. On a plein de sujets pour le coup dans ce webinaire avec Fred, beaucoup de cas pratiques qui vont un petit peu relater différents milieux, différentes zones de confort, parce que des fois, quand on est tout compte fait face à une excellence relationnelle, on se dit, c'est simple. C'est pas si simple que ça, tout compte fait, mais quand on arrive à délivrer le bon message avec tout simplement, et on montrera quelques images juste après, quelques images, la bonne perception, la bonne écoute, on arrive tout compte fait à délivrer un message qui est différent. Et je pense que Fred, toi qui est un expert dans le domaine, dans toute la partie outillage, il y a aussi, il faut pas oublier ce fameux humain pour le coup. Tout à fait. Et donc, une image qui est assez forte, c'est l'image de ces trois singes. Genre, vous avez dû les rencontrer parce qu'on peut les acheter aussi dans le commerce. Et moi, c'est ce que je me suis dit sur l'excellence relationnelle, le constat, c'est que de se dire, quand vous appelez quelqu'un dont vous n'avez pas la visio, la par chance aujourd'hui, nous, on peut se voir avec Fred, mais on ne vous voit pas, on vous voit par rapport au chat. C'est tout compte fait de se dire, est-ce que je suis capable de recevoir, car peut-être quelques minutes avant, j'ai eu avec un client, ça s'est mal passé. Est-ce que j'ai pris le temps de respirer, tout simplement, de refaire un petit état des lieux de ce qui s'est passé en amont? C'est-à-dire, est-ce que, tout compte fait, j'ouvre mes yeux, je regarde un petit peu sur ce qui s'est passé avant et je me remets en situation. La deuxième image est assez forte aussi, c'est la fameuse main. Est-ce que je vais avoir la bonne tonalité? Est-ce que je vais avoir l'envie, tout compte fait, d'exprimer ou de pas exprimer des signaux? Et ça, ce qui se passe, c'est... Et puis la dernière, qui est un sujet assez important et qu'on revoit régulièrement dans les centres d'appel, c'est est-ce que je suis capable d'écouter? Et l'écoute est très importante. On a de la chance aujourd'hui d'avoir des robots qui écoutent aussi de manière performante, pour le coup, qui analysent de la sémantique. Mais quand on est face à un humain qui ne vous coupe la parole, qui n'entend pas ce qu'il a envie de dire, et c'est peut-être pas entièrement de sa faute, c'est peut-être parce que tout simplement, il lui manque un petit peu de... Ouais, ou il est concentré sur son dans speech, l'échange. en fait. Il est concentré sur son script d'appel et pas sur l'écoute du client. Et ça, c'est un sujet qu'on verra sur ces centres d'appel où quand je suis trop focalisé sur une tâche, donc j'en oublie que tout compte fait, j'ai Frédéric par téléphone qui a un souci comme de nombreux clients, mais l'objectif étant de se dire qu'on va essayer un petit peu de démystifier cette relation pour qu'elle soit une bonne relation. Le fait de rechercher l'information, il y a toujours des parades et des façons d'être au quotidien. Donc, il faut travailler sur ça. Et la grande différence, c'est que tout compte fait, je vais être cette fameuse pomme qui va avoir une couleur dans un monde de personnes avec des personnes qui sont peut-être en noir et blanc, qui vont avoir le ton monotone. Quand on réceptionne un appel, il y a la fatigue qui s'opère. Et si on n'arrive pas un petit peu à recharger ses batteries, on a un gros souci. Et donc, on n'arrive pas à échanger ce qu'on voudrait amener à être changé. Et puis après, il y a un travail au niveau du collectif, car on parlait ça dans l'introduction. Le collectif est très important pour le coup. Il faut trouver des moments de respiration, des moments de joie et de rire, car je pense, et ça, Fred ne me contredira pas, mais le meilleur moment, c'est quand on arrive à faire rire tout compte fait la personne qu'on a au téléphone. Et ça, c'est le plus important, parce que ça vous permet de vous sentir à l'aise. Et quand la personne vous remercie sincèrement et que ça s'est bien passé, on sort de ça. Donc, pour exprimer tout ça, on va vous présenter quelques cas pratiques parce que c'est aussi Oui, ça de voir un petit peu dans différents et milieux. un exemple concret, ce que tu me dis là, ça me fait penser à certains de nos clients. Tu vois, dans le domaine de l'énergie, comme tu le disais, à la dernière, si lors de la fin de l'échange, tu arrives à faire sourire la personne ou tu lui rends service, et bien finalement, toi, tu te sens mieux et le client se sent mieux. Et deux exemples concrets. Le premier, en fait, ça fera plaisir à Marine puisqu'il nous a demandé des exemples dans le domaine de l'assurance. En fait, c'est le groupe Vive, c'est la MNT qui est un de nos clients dans le domaine de l'assurance qui tout simplement a mis en place un programme, ce qu'ils appellent la relation client attentionnée. C'est-à-dire que le conseiller, une fois qu'il fait sa communication habituelle, il répond à la demande du client sur, par exemple, sa mutuelle. À la fin, en fait, ils ont une série en fait de gestes qu'ils peuvent utiliser, des gestes ou des conseils en fait qu'ils peuvent utiliser dans un catalogue
psychologue pour aider la personne au-delà en fait du service rendu. Par exemple, j'appelle parce que j'ai une naissance de jumelles, le conseiller peut choisir, enfin, a une idée de conseils supplémentaires, dire tiens, vous avez des jumelles, est-ce que vous saviez qu'avec des jumelles, vous aviez le droit à 20 heures de ménage par votre mutuelle ou par ceci, cela, et tout simplement, on aide la personne. Deuxième exemple, dans le domaine de l'énergie, lorsque après un appel, en fait, le conseiller dit tiens, est-ce que je peux vous donner quelques conseils pour économiser de l'énergie dans votre entreprise ou chez vous, et des conseils d'économie d'énergie, et ben en fait, on constate factuellement que la note de satisfaction est meilleure. Donc non seulement le conseiller est valorisé par son travail, mais en plus ça améliore la satisfaction client. Donc là une petite astuce pour vous, si vous vouliez donc améliorer cette relation client et viser l'excellence opérationnelle, essayez comme ça d'ajouter le petit plus qui va satisfaire le client et aller au-delà de ses attentes. Et pour rerouter, pardon, il y a juste la chose qui va s'afficher dans quelques instants. Hop, ça y est, ça revient, désolé. Oui, donc ça, c'est avant de partir on va dire dans le cas pratico-pratique, c'est vrai qu'il y a des outils que Fred va nous présenter dans quelques instants. Mais corrélé à tout ça, c'est qu'il y a un homme et une femme qui se retrouvent en situation des fois de méconnaissance, tout compte fait. Et le fait, et on verra dans un exemple précis pour le coup, un petit peu de se détacher du fameux script. Je suis pas contre le script. Ça a vraiment une valeur importante de pouvoir avoir un masque, un squelette. Mais je pense que la force qu'il faut avoir, c'est vraiment ce savoir-être et ce savoir-faire pour le coup, qui se désapprennent. Et puis surtout, quand je partage avec mon équipe autour de moi, aussi en conclusion, comment je vais transmettre tout simplement la bonne façon de communiquer. Et puis l'énergie, parce que on est sur un pool de réception d'appels dans cet exemple-là, mais on doit partager le plus et remonter des informations qui sont assez importantes pour le coup, qui sont sur la culture terrain, car des fois et je pense qu'il faut surtout pas s'oublier, surtout en ce moment, un retour de la Covid là qui n'est pas encore fini aujourd'hui. Tout à fait. Donc des cas concrets. On a listé avec Fred et par rapport aux clients que nous avons accompagnés dans le passé, différents cas concrets pour le coup, qui vont. Vous avez dû rencontrer ce type de personnalité. Moi, je vais retourner un petit peu dans le passé. Un acteur de luxe, maison de tradition française, a accompagné une nouvelle équipe pour le coup, dans le parcours client qui était vraiment très bien fait. Comme vous pouvez rentrer dans une maison de luxe, vous avez bien sûr la personne de la sécurité qui va vous ouvrir la porte, qui va déjà vous dire tout simplement bonjour monsieur ou bonjour madame. Ça, c'est très, très, très fort. C'est vraiment le premier impact. Et puis après, tout ce parcours client. Et la question qu'on va mettre en place, c'est comment on peut infuser ces codes du luxe à des personnes tout compte fait qui ne sont pas issues de ce milieu, qui ont peut-être pas fait des écoles dédiées dans le luxe, soit dans l'horlogerie ou dans la maroquinerie ou dans d'autres éléments. Tout simplement, de leur dire tout simplement, la façon elle est simple, c'est que dans cette formation, c'était de se dire, vous partez tous du même niveau, vous partez de zéro. La seule chose, c'est que vous êtes des passionnés. Et moi, c'est ce que j'ai envie de vous transmettre, c'est dépassionner les débats quand vous êtes avec un client. Là, l'histoire, c'est que dans ce milieu-là, c'était la création d'un métier. Donc, je vais amener sur une plaquette, je vais amener tout simplement une boisson. Mais pas qu'une simple boisson, c'est que je vais continuer à entretenir une certaine communication avec un monsieur ou une dame qui vient peut-être pour la première fois dans cette boutique et qui va découvrir ça. Et pas juste avoir le petit robot qui vous amène le plateau. Et là, qu'est-ce qui va se passer là-dessus? C'est que pour améliorer cette relation, il y a beaucoup le visuel. Le visuel est très important aujourd'hui. Il y a certaines personnes qui manquaient un petit peu de confiance en elles et me posaient la question, mais comment vais-je arriver à aller voir la personne en la regardant dans les yeux? La communication se fait dans les yeux. La communication se fait dans l'interrogation, dans certaines questions ouvertes. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, la relation, elle se fait plus simplement. Et on peut, une petite astuce, il y a toujours cette chose qui fonctionne assez bien, c'est de remarquer peut-être un détail. Et là, vous allez dire dessus. Vous allez dire, tiens, vous avez une belle cravate, ou vous avez de beaux boutons de manchette, ou tout simplement, vous avez une couleur qui met vraiment en avant quelque chose chez vous, mais en étant naturel. Et de se dire, au final, que l'ensemble des personnes que vous allez rencontrer, vous allez individualiser la relation et pas dire toujours la même chose. Donc, sur ce moment-là, quand ils sont arrivés, sur cette préparation, et qu'ils ont commencé pendant tout leur apprentissage, pour le coup d'être sur le terrain, il y a 80% des personnes qui ont apprécié ça. Et même les clients ont trouvé
C'est agréable d'être accueilli de cette manière-là, d'avoir une individualisation et tout simplement, c'est pas comme un garçon de café ou une dame de café qui arrive directement pour nous dire qu'est-ce que vous voulez. On est quand même sur un autre langage de communication, qui vient passer un super moment dans cette boutique et qui arrive à en ressortir avec quelque chose dans l'état d'esprit et surtout une belle expérience. Et puis la sortie se fait encore par le monsieur de la sécurité ou la dame de la sécurité qui accompagne la personne jusqu'au bout. Donc c'est vrai que c'est dynamiser sur ça, dynamiser ses relations. Et quand on arrive à avoir cette belle tonalité et de donner plus que de recevoir avec le cœur, vous savez, il attend cette relation, cette empreinte relationnelle et cette attention particulière. Ah, mais c'est tout à fait vrai. Et tu dis chaque mot a un sens. Entre est-ce que vous voulez un café ou est-ce qu'un café vous ferait plaisir? On est tout à fait dans quelque chose qui est différent. On est vraiment une échange d'interaction. Alors là, on a parlé donc de l'humain. Moi, à chaque fois, je vais me faire entre guillemets l'avocat des logiciels. Donc c'est bien en fait de pouvoir en fait individualiser. Mais le problème, souvent, dans un centre de contact, quand on n'est pas dans le luxe, c'est d'écouter tous les clients. Et d'écouter tous les clients, maintenant, en fait, c'est possible. Jusqu'à présent, on travaillait beaucoup sur du picking. On prend une enquête, on prend un appel, etc., etc. Avec des outils d'analyse sémantique, maintenant, on est capable d'analyser 100% des interactions, les écrits, mais aussi maintenant les conversations téléphoniques du centre de contact. Le but, c'est soit en fait d'identifier la fameuse aiguille dans la botte de foin, c'est-à-dire quelque chose qui va faire la différence, ou au contraire, identifier des tendances T. Alors, je vais donner 2 cas pratiques et je pourrais même vous en donner un troisième après. Donc, le premier cas pratique, en fait, c'est tout simplement une entreprise dans le luxe, puisqu'on est dans le domaine du luxe, qui tout simplement voulait avoir une vision un petit peu omnicanale des points noirs du parcours client en France et à l'international avec ses différentes boutiques. Et là, en fait, en l'occurrence, c'était une boutique en ligne au Japon. Ce qui se passait, c'est que ils avaient un petit peu de difficulté à récupérer et à identifier toutes les remontées des différents pays avec les différentes langues. Donc, en fait, ils ont mis en place un outil d'analyse sémantique multilingue et l'objectif, c'était d'identifier des signaux faibles. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils se sont rendus compte que dans certains pays, il y avait vraiment des spécificités régionales qu'ils avaient un petit peu négligées et oubliées du point de vue un petit peu européen, en particulier les modes de paiement au Japon. Quand on leur dit, payer par carte bleue, au Japon, c'est pas tout à fait ça. Et ils disaient, non, c'est vrai qu'on n'y a pas pensé, il fallait penser à ça, etc. Donc ça, c'était des équipes, une vision trop européenne. Donc l'analyse sémantique, comme ça, permet d'identifier des signaux faibles. Un autre exemple, là, on est dans le transport, mais j'ai comme préféré vous le mettre ici, parce qu'en fait, je trouve que c'est un excellent exemple d'excellence relationnelle. En fait, c'est Vinci Autoroute que vous connaissez sous le nom d'Ulysse. C'est les fameux badges lorsque vous allez prendre l'autoroute et que vous faites pas la queue justement, puisqu'en fait, vous pouvez passer directement sur les portiques T. Et en fait, ce qui se passe, c'est que eux, ils ont en fait des pics d'activité l'été. Et donc, forcément, l'été, eux aussi, il y a certaines personnes qui sont en congé. Il y a énormément de personnes qui viennent en fait prendre l'autoroute, et donc ils ont besoin de recruter des intérimaires pour renforcer les équipes. Le problème, en fait, c'est que ces nouveaux conseillers, même s'ils étaient formés, en fait, ils n'étaient pas opérationnels immédiatement, ou les problèmes n'étaient pas correctement qualifiés. Parfois, ils mettaient des thématiques génériques, problème de badge, problème de ceci, problème de cela, et en fait, ils ne savaient pas forcément répondre sur tout. Alors, bien entendu, il y avait un système qui était, au bout de quelques jours, il y avait de la double écoute, il y avait ceci, cela, mais ils n'étaient pas capables, en fait, de faire une analyse temps réel. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ils ont utilisé l'outil d'analyse sémantique pour analyser à la fois les avis clients, post-appel, avis clients, enquête de satisfaction, etc. Les chats, c'est-à-dire que les personnes chattaient sur Internet, on pouvait récupérer leurs réponses derrière. Les courriers papier qui ont été scannés. Bref, les emails, toutes les informations-là. Et en fait, ils sont passés d'une analyse qui était plutôt sur les 2-3 semaines, donc un peu tard parce que les personnes étaient au téléphone, elles discutaient et tout ça, ou par chat, et c'était un petit peu, ils faisaient des mauvaises réponses, il y avait des gens qui n'étaient pas contents, etc., etc. À un coaching en fait qui permet directement en quelques jours, voire maximum dans la semaine, d'identifier les problèmes, les équipes à coacher et en fait identifier des signaux faibles. Et bientôt là, ils vont même passer au temps réel, c'est-à-dire qu'ils sont capables de voir, tiens, les conseillers qui sont pas très bons dans tel domaine d'activité, la formation qui n'a pas été bonne. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important parce qu'en fait, ils ont réussi à diviser par 2 l'insatisfaction liée à ces problèmes d'intérimaires. C'est-à-dire qu'en fait, pendant l'été, avec des intérimaires classiques, ils avaient 6 points d'insatisfaction en plus. Et là, en fait, ils sont passés à 3 points d'insatisfaction, donc insatisfaction divisée par 2. Et là, ils me disaient qu'avec le temps réel, peut-être qu'ils arriveraient encore à aller
encore faire réduire encore plus l'insatisfaction. Donc, c'est vraiment intéressant. Et même grâce à ça, ils ont pu identifier des opportunités business parce que parfois, il y avait des réponses où les gens disaient, bah non, j'ai plus besoin de mon badge parce que je pars en retraite, parce que je fais plus de déplacements. Et grâce à ça, en fait, ils ont pu identifier, hey, faut que tu proposes à ces personnes-là, non pas en fait de dire OK, j'annule votre badge, mais peut-être que vous avez besoin d'un forfait particulier, etc., etc. Donc, si vous voulez en savoir plus, à chaque fois, je vous ai mis des petites vidéos YouTube et vous pourrez retrouver le témoignage de Vinci Autoroute au Salon Stratégie Client. Alors, Julien, je te laisse prendre la suite pour un autre cas client orienté sur l'humain cette fois. Alors, il arrive dans quelques instants. Tout compte fait, ça va. Hop. Alors, moi, j'ai mis tout compte fait une enseigne assez connue dans la grande distribution qui a tout compte fait des fruits mis en avant. Et sur ce parcours client, ce qui va manquer aujourd'hui, ce qui manque dans la grande distribution, c'est remettre l'humain qu'il arrive directement dans cette grande surface. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a analysé un petit peu les retours clients et ce qui se passait, donc, c'est que ce client-là, il était perdu. Et donc, quand on est dans la grande distribution, quand on demande un petit peu son chemin, ou tout simplement le produit qui a changé de place, le rayon qui est mieux mis en avant, mais qui est plus à la même place, on se retrouve à dire, bah, monsieur, vous avez qu'à aller à droite, à gauche, puis deuxième à gauche. Donc ça, c'est compliqué d'entendre ça. Et tout compte fait, dans cette relation humaine, pour le coup, qui n'était pas assez présente, c'est qu'on a mis des points de relais et on a fait découvrir le rayon et l'environnement à tous ses clients. C'est-à-dire que quand ce client-là venait, par exemple, rencontrer Fred, bah Fred, il restait pas en train de mettre ou faire son facing ou tout simplement rentrer les produits, mais tout compte fait, il allait accompagner le client. Et ça, dans cet accompagnement du client, on lui pose des questions assez ouvertes. Pour le coup, est-ce que c'est la première fois que vous venez parce que je vous ai pas encore rencontré? Donc la personne est amenée à discuter. Donc ça a permis d'établir une certaine relation. Mais surtout, n'oublions pas que la grande surface, soit des personnes viennent de manière ponctuelle ou soit pour la première fois. Et dans cette richesse-là, on a remarqué que l'ensemble des conseillers ou les responsables, et les responsables étaient plus moteurs que les conseillers, en leur disant, il faut tout ça. C'est pas parce que vous allez poser votre produit qui ne sera pas mis dans les 30 secondes que ça va changer grand-chose. Et en termes de relations humaines, c'était très important. Ils ont aussi mis en place quelque chose qui est assez agréable. Ils ont mis des choses en place pour les enfants, pour le coup. Parce que les enfants, quand on va faire les courses, bah, c'est pas le meilleur moment pour déjà être avec vous parce qu'ils ont envie de prendre tous les produits. Et c'est le conseiller qui voit ça, qui dit, mon facing qui était, je vais devoir le recommencer. Mais au contraire, non. De prendre en charge aussi les enfants d'une certaine manière, donc de leur proposer des activités. Et ça, c'est la relation humaine. C'est la relation humaine qu'on voudrait voir à peu près partout dans les grandes distributions. C'est comme si à l'époque, quand vous rentriez chez un épicier ou dans une boutique, vous aviez vraiment cet accueil personnalisé. Et la personne prenait le temps tout simplement de vous dire bonjour, de vous poser des questions et de vous faire vivre cette expérience qui est plus une expérience codifiée. Et dans certaines grandes distributions aujourd'hui, des fois, bah, il manque ça. Et les personnes qui s'en sortent, ce sont les personnes qui vont voir directement le client, qui vont l'accompagner. Et ça, c'est très important. Je pense que Fred, tu peux relater des informations par rapport à ça, mais le côté relationnel, le côté de l'humain, mettre une empreinte relationnelle dès le départ, c'est quelque chose de vecteur. Et il faut conduire ce client dans ce parcours client et tout compte fait, mais même à la sortie, la personne qui est hôte ou hôtesse de caisse, hormis que maintenant, il y a aussi des outils qui permettent un petit peu de scanner vos produits et vous faire partir, mais on a toujours besoin d'une personne qui sera là pour vous écouter et vous faire vivre un dernier moment, parce que quand vous reviendrez et que vous serez sorti surtout, ben, il y aura quelque chose qui sera passé et c'est pas juste un acte d'achat qui sera malheureusement dans l'oubli et que vous attendiez la personne qui aurait bien pu vous poser la question. Comment pourrais-je vous servir, madame? Est-ce que je peux vous accompagner? Le rayon a subi quelques transformations, mais sachez que je peux vous y accompagner. Donc c'est ça, c'est vraiment cette dynamique-là. On a toujours une image de la grande distribution qui est assez dure pour le coup, qu'il est, mais si on met des personnes dans l'échange, bah, l'empreinte relationnelle est différenciante. Et puis après, sur les réseaux sociaux, on met en avant une belle expérience, une belle histoire. Donc c'est autour de la distribution, mais ça peut être bien sûr mis en place dans différents secteurs qu'on verra tout à l'heure.
Alors merci Julien. Alors je crois qu'il y a certaines personnes qui ont des petits problèmes de connexion, donc n'hésitez pas à nous dire si vous avez, si vous expérimentez comme ça des petites coupures. De notre côté, moi j'entends Julien à peu près correctement, mais hésitez pas. Alors l'excellence, relationnelle, on l'a vu tout à l'heure, donc là je reviens sur la partie outils, c'est à parfois être réactif et surprendre ses clients. Et là en fait, je vais vous donner un cas pratique avec la visio-assistance en direct, qui permet non seulement de résoudre immédiatement le problème du client, mais également de créer un effet waouh. Et ça, c'est vraiment important parce qu'en fait, quand les clients ont un problème, si on est capable de résoudre toutes sortes de problèmes et de les aider, et ben ça fait waouh. Je vous donne deux cas clients. Le premier en fait, c'est Fnac Darty. Fnac Darty en fait, ben, tout simplement, ils ont constaté qu'à peu près 40% des entre guillemets pannes sont plus de l'usage parce que les gens savent pas se débrouiller avec la machine, ils ont pas compris, ou sont plutôt liés à de l'entretien ou du fonctionnement habituel. Donc en fait, souvent, bah, ils avaient des déplacements comme ça qui se faisaient un peu pour rien et puis bah, et c'était un peu compliqué aussi pour les techniciens de savoir qu'est-ce qui se passait parce que quand on dit au client, bah, allez, ouvrez votre frigo ou ouvrez votre machine à laver, c'est quoi votre numéro de série, donnez-moi le truc, etc. Et ça met du stress à tout le monde. Et c'est compliqué. Le technicien, il comprend pas pourquoi le client, il n'arrive pas à faire un truc aussi simple. Et le client, il dit, mais oh, c'est compliqué votre truc. Donc en fait, il y avait aussi un problème de déplacement. Bah, ça, c'était la fameuse rentabilité. La solution qu'ils ont mis en place, c'est tout simplement la visio-assistance qui a été proposée au client, à la fois pour résoudre le problème, mais également pour valider l'intervention d'un technicien. Et donc, en fait, ils ont un résultat qui est vraiment assez important. Avec 5000 visio-assistances par mois, ils ont un taux de satisfaction de ces visio-assistances de 95%, mais surtout un effet waouh. Tout simplement parce que quand on dit à la personne, attendez, je vais vous envoyer un petit SMS et avec votre téléphone, en fait, on va pouvoir regarder et vous allez voir me montrer exactement quel est votre problème technique et je vais pouvoir vous dépanner. Et véritablement, on arrive à un effet waouh. Alors, il y a deux types d'effets waouh. Et là, en fait, au final, ils ont 2 à 3% des déplacements qui sont évités chaque année. Donc, pour eux, c'est énorme vu les volumes qu'il faut. L'autre cas pratique, et c'est là que j'aime bien cet aspect excellence relationnelle, c'est le cas de Stellion. Stellion, en fait, travaille dans le domaine des assurances et en fait, ils sont une société qui va faire de l'expertise. C'est-à-dire que si vous avez un dégât des eaux, si vous avez eu un incendie, etc., bah souvent, en fait, vous avez un assureur, mais c'est pas l'assureur qui fait l'expertise. Et ben en fait, c'est souvent Stellion qui fait cette expertise-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que bah, vous vous retrouvez avec un conseiller et qui vous dit, et vous l'appelez, vous dites, bah voilà, je vous appelle de la part de mon assurance, j'ai un problème technique, j'ai mon robinet qui fuit. Voilà. Et regardez, j'ai eu un dégât des eaux, machin. Et en fait, jusqu'à présent, quand il y avait le mode traditionnel, bah, les clients devaient attendre d'un expert se déplace pour obtenir une indemnisation. Pour eux, c'était long. Ils ne devaient pas toucher à leur lavabo ou à leur évier ou je ne sais quoi. Et en fait, bah, c'est vraiment problématique. Et là, en fait, ce qu'ils proposent, c'est la visio soit en direct ou planifiée. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la visio en direct quand on dit au client, hey, si vous voulez, on fait l'expertise tout de suite. Et là, le client dit, ah, quoi, tout de suite, maintenant? Ouais, oui, on peut faire l'expérience, l'expertise tout de suite. Et là, il y a véritablement un effet waouh. Les gens se disent, ah, waouh, c'est génial. Et par contre, quand on fait de la visio planifiée, il me disait, bah non, là, l'effet waouh est beaucoup moins fort parce que les gens se disent, ah oui, oui, c'est normal, bah oui, je vais attendre encore une semaine. Donc cet effet waouh, cette excellence relationnelle, elle est dans la surprise du fait qu'on peut régler tout de suite le problème du client. Résultat, en fait, le client est surpris et il se dit, waouh, c'est vraiment génial. Ce qui est intéressant, et vous verrez dans la petite vidéo que j'ai mis de Vincent Lehir de Stellion, c'est qu'il explique bien que cette partie visio ne doit pas négliger la partie humaine. C'est-à-dire que lorsqu'ils font une expertise d'un client comme ça dure entre un quart d'heure et une demi-heure, il me disait qu'il y a à peu près un tiers du temps qui doit être réservé en fait à la discussion. C'est-à-dire que pour le client, bah, c'est important de comprendre comment ça va se passer parce qu'il a la personne au téléphone, c'est un truc un petit peu rapide, il dit ouais, 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 ok, d'accord, et il faut qu'il puisse noter, qu'il puisse savoir, enfin mémoriser les informations. Deuxième chose, pour lui, c'est un dégât des eaux qui est très émotionnel ou un incendie. Et donc pour lui, eh ben, le client, il veut absolument montrer, regardez, c'est là le truc, c'est là que ça fuit, regardez là, ça ici, c'est les vêtements de ma fille, ça, et le technicien, il doit véritablement accepter cette écoute parce que même si on a un outil qui permet d'avoir les informations, et ben la relation humaine, l'écoute, comme on le disait tout à l'heure avec Julien, est essentielle pour que le client se dise je suis écouté, on m'écoute, on a bien compris, et pas qu'il ait un doute en disant non mais le technicien il n'a pas bien compris, il n'a pas vu mon problème. Non, il faut véritablement cet aspect écoute. Et dans une visite justement, ils disent ben voilà, il y a une partie qu'on doit utiliser à l'écoute du client, même si entre guillemets
c'est pas très important, on a juste à regarder les choses. Et ben, il faut écouter le client. Et grâce à ça, tout simplement, ils ont amélioré la rapidité dans le traitement, la rentabilité qui est meilleure, et bien entendu, une qualité de service qui est beaucoup plus au rendez-vous. Voilà. Donc ça, c'est, si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder directement après la petite vidéo. Alors Julien, je te laisse peut-être passer à l'excellence relationnelle, cette fois dans le transport. Et oui, surtout que je pense que quelques-uns d'entre vous vont prendre cet avion, et j'espère que vous allez prendre cette compagnie. Alors, je n'ai pas de part dans Transavia, mais j'avais envie de vous raconter une histoire de Transavia. De plus en plus, pour information, ils vont racheter très prochainement 80%, ça va devenir des Airbus, parce que Transavia, le contexte, vous savez que ça appartient à KLM Air France. Donc, c'est une belle entreprise, et c'est une entreprise, tout compte fait, qui accompagne les clients dans un moment, pour le coup, chez certaines personnes assez stressantes, surtout en ce moment ils ont quand même essuyé 2 ans de Covid, donc des avions qui sont hackés et qui ont découvert que à Roissy ou à Orly, il y a des petites poules qui ont vécu ici, qui ont grandi et qui malheureusement arrivent peut-être dans les réacteurs. Donc un avion qui doit partir ne part pas, mais quand il part, Transavia avec quasiment toutes ses équipes, et là je rebondissais sur ce que disait Fred, a une capacité d'écoute assez importante et tout compte fait de faire vivre un moment différenciant par rapport à d'autres compagnies. Une que je vais citer dans quelques instants qui est un petit peu le côté de... Sur Transavia, ils ont mis en place une empreinte relationnelle depuis de nombreuses années et ils font vivre cette expérience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous prenez l'avion, et donc, ils vous posent des questions, savoir vous allez où tout simplement. Je sais que vous arrivez prochainement, mais et quand vous arrivez dans cette ville, tout compte fait, la subtilité, et ça c'était un petit peu la personnalisation que disait Fred, tout compte fait, c'est qu'ils peuvent vous donner des conseils pour aller se promener. Si par exemple vous allez au Portugal, ils vont vous dire mais il faut que vous alliez dans ce côté un petit peu moins touristique du Portugal parce que c'est pas du tout connu. On prend en compte ces informations. Et ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure du temps du vol, qui peut durer de 1 heure jusqu'à beaucoup plus de temps, ils ont toujours des attentions pour vous. Ils ont des attentions pour vos familles aussi, pour vos enfants. Ils arrivent toujours à trouver agréable. Même si c'est une démarche commerciale, moi j'enlève le de Transavia et ils font vivre cette expérience naturelle. Contrairement à une compagnie qui s'appelle 2 initiales qui sont... J'ai vécu une expérience assez récente où un avion a été annulé, pour le coup. Donc, vous pensez qu'on vous a prévenu, comme pourrait le faire Transavia, par un communiqué par email. Non, il vous annonce que l'avion ne décollera pas 5 minutes avant son embarquement. Donc, les personnes sont en train d'attendre depuis à peu près, certaines personnes, 1 heure debout. Et on annonce par micro. Nous vous annonçons que suite à un problème technique et pas contre nous, l'avion va rester hacké. Ce soit en français, en anglais, ça a été exactement le même message, c'est-à-dire la même tonalité. Et là, je regarde toutes les personnes, tous les clients, et je me dis quand est-ce que ça va éventuellement exploser. C'était un vol pour aller vers l'Italie, et il y a un monsieur, un Italien. Vous savez, les Italiens ont une belle façon de parler, mais quand ils sont énervés, pour le coup, ils l'expriment encore plus. Et qui remet tous les clients autour de lui en disant « Mais c'est n'importe quoi, on va faire comment? Vous êtes en train de nous proposer un voucher de 200 € pour dormir à l'hôtel, alors qu'on devait rentrer chez nous. » Et vous auriez vu malheureusement l'expérience des personnes au niveau du micro. Elles ne savaient pas quoi dire. Car c'est assez drôle, c'est une compagnie normalement qui revole régulièrement tous les jours. Et quand arrive ça, jour de grève, jour de l'avion, on ne sait pas s'il va partir, ils n'ont pas été au courant. Et puis prendre une sorte d'une cellule de crise, de prendre toutes les personnes, pas individuellement, mais on va essayer de vraiment trouver la solution dès à présent. On est une équipe, on est 3 personnes, on va essayer de prendre en charge un maximum d'informations. Car quand la montée de colère monte, c'est là que la partie écoute et la partie en avec des clients, malheureusement, n'a pas été faite. Et je trouve que ça se joue à pas grand-chose. Ça se joue pas grand-chose. Mais on entend beaucoup de personnalisation, mais la personnalisation disait Fred, on est capable de répondre tout compte fait à énormément d'informations très rapidement, plus rapidement que dans le passé. Et si on ne sait pas, on met en attente la personne et on va chercher l'information. On a des outils qui sont super performants aujourd'hui. On a de l'analyse sémantique, on a de l'analyse de situation. Donc moi, j'avais trouvé cette situation un petit peu
Moi qui partais en vacances et par chance, mon vol avait été repoussé aussi du matin jusqu'à l'après-midi, mais on partait et je me suis dit, mais mince, ils ont... Et pas juste de dire tout simplement, bah, vous allez juste avoir un bon et puis bonne chance. Et c'est ça qui est vraiment dommage parce que c'est dommageable pour le côté de l'équipe, du collaborateur, qui délivre pas le bon message qu'il devrait délivrer pour cette compagnie, malgré la situation de grève. Mais une situation de grève, on est en France et ça arrive des fois. Donc, trouver vraiment ce recul, cet effet recul pour rebondir et prendre en compte l'ensemble des personnes. Maintenant, il y a Fred qui va nous raconter Mmh. chez un client Géodis et il y a de la personnalisation au travers de tout ça. Ouais. Alors, il y a juste, certaines personnes là qui disent que ton micro coupe un petit peu et notre opérateur de Webico nous, conseille que tu passes au micro normal et pas au micro casque ou D'accord. alors et si c'est pas bon, peut-être de désactiver la caméra, à voir. Bon, en Ok, attendant, moi, ça marche. je vais prendre la suite. Alors, je vais donner l'exemple, en fait, de l'excellence relationnelle, justement, dans le transport et la logistique et vous montrer qu'il faut non seulement, donner les bons outils, mais également donner les bons moyens aux conseillers. Et là, en fait, bah, ce client, c'est un client d'Eloquent qui est équipé de nos solutions et qui s'appelle Géodis. En fait, sa situation, lui, en fait, c'était il y a à peu près 3 ans ou 4 ans de ça. En fait, ils avaient un service client qui est très, très orienté SAV. C'est-à-dire que bah, les personnes qui faisaient les suivis des réclamations quand il y avait un problème de colis, etc., et bah, tout simplement, bah, ils étaient sur le quai. Ils étaient avec leur téléphone comme ça, du côté, à discuter avec les chauffeurs. Hey, t'as vu le colis? Il est arrivé où? Etc. Et puis, ils couraient sur les quais. Ils étaient un petit peu à faire, comme ça, entre guillemets, du dépannage. C'était un petit peu du rush. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que ils se disaient, bah voilà, c'est vrai, ce service client est bien, mais en fait, on n'est pas vraiment dans la gestion de la culture client et dans la gestion vraiment d'un service effet waouh. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, OK, on va changer la culture d'entreprise, on va changer les outils, on va changer les conditions de travail, on va identifier les points de contact du parcours client, les moments clés, et en fait, on va essayer d'agir sur ces différents moments-là. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis vraiment un véritable programme que je vais vous détailler juste après, qui a permis non seulement d'équiper les conseillers des bons outils, donc solutions de centre de contact moderne, mettre en place des enquêtes de satisfaction pour vérifier le feedback client, mais également des collaborateurs, mais également des outils de coaching. Par exemple, ils ont travaillé ils ont participé à Élu Service Client d'année pour en fait faire un point d'orgue, un point de lumière, un coup de projecteur sur le service client. Et pendant en fait ces quelques jours avec Élu Service Client d'année, bah, le service client devient visible de tout le monde. Ils ont des efforts, ils ont des équipes qui sont surmotivées. Alors, je vais vous présenter un petit peu plus en détail. Alors, la première chose, en fait, c'est que Géodis, tout simplement, a constaté que bah, les clients qui sont promoteurs de la marque, bah, la première raison pourquoi, en fait, ils recommandent Géodis, c'est le service client. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est important. La deuxième chose, pour les gens qui sont détracteurs, donc des gens qui ne sont pas contents, bon, bien sûr, la raison numéro un, c'est la qualité opérationnelle. Mais la deuxième chose, c'est encore le service client. Donc, ils se rendent compte que c'est le service client, c'est quand il y a un problème, il faut être là, il faut être au rendez-vous et il faut savoir y répondre. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement identifié dans le parcours client les points de contact les plus importants. Et ils se sont dit, bah voilà, il y a 7 points de contact essentiels. Il y a le web, la force de vente, les commerciaux, hein, le portail, les livreurs, le service client, la facturation et les agences. Et là, en fait, on va faire un focus sur le service client qui était, comme on le disait, un des points clés. C'est à la fois quelque chose qui est promoteur, mais également quelque chose qui peut être détracteur de la marque. Et donc, tout simplement, bah, les équipes de Geodis ont dit, bah, on va travailler sur un programme relation client pour passer d'une culture SAV à une culture client. Et donc, en fait, ils ont réorganisé les services. C'est-à-dire que bah, les gens qui étaient au téléphone sur les quais avec le téléphone portable en permanence, bah, ils ont eu des bureaux. Ils ont eu des ordinateurs, ils ont eu des casques pour passer les appels et ils ont en fait des conditions de travail avec une solution de centre de contact éloquent. Ils ont renforcé un petit peu le rôle des managers et donc amélioré ces conditions de travail. Ils ont aussi mis en place la solution de centre de contact pour distribuer les appels tout en gardant en fait la partie locale. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient absolument pas avoir un plateau de centre de contact qui soit localisé à un seul endroit. Ce qu'ils voulaient, c'est garder cette proximité avec les clients et une proximité avec les livreurs. C'est-à-dire que les centres de contact, il y en a une centaine, je crois, en France, une centaine de mini-centres de contact où il y a 4, 5, 6 personnes à chaque fois. Et c'est comme ça, on a la proximité avec le client, proximité avec des chauffeurs, et comme ça, on peut vraiment suivre les choses. Ils avaient aussi une mesure de la performance, donc décroché, temps de réponse, etc. Mesure de la satisfaction post-appel, etc.
Ils les ont accompagnés directement dans une montée en compétences et en fait, ils ont fait aussi quelque chose qui était un moment waouh. Moi, j'adore le livre qui s'appelle «Ces moments qui comptent» et ils ont fait exactement cette méthode-là. C'est-à-dire que pour passer de cette culture SAV à une culture orientée client, bah, ils ont fait venir toutes les personnes des services clients pendant 2 jours à Paris pour leur expliquer pourquoi c'est important la relation client, pourquoi c'est important le service client. Ils ont mis en place un petit serious game pour, les aider un petit peu à répondre à des clients insatisfaits, à gérer des insatisfactions. Donc un petit jeu qui a après ces 2 jours de formation pour continuer à garder les bonnes pratiques. Parce qu'on voit bien que si on veut qu'un geste devienne un réflexe, il faut que ça soit régulier. Ils ont aussi travaillé sur l'orthographe parce qu'ils se sont rendus compte que c'était un point faible dans les services clients. Bah, les gens sont très habitués à parler à l'oral, mais par contre, l'écrit, il y avait des défauts. Donc, ils ont fait passer la certification orthodidacte et ça a motivé toutes les équipes là-dessus à dire ouais, voilà, on progresse, on est meilleur que les autres centres de contact, etc., etc. Et ils ont fait en fait une routine managériale avec des appels systématiques, de la relecture d'emails, de la réécoute, etc., etc. Donc tout ça, c'était véritablement un programme qui était en plus avec des mesures, avec des efforts clients pour avoir un service client au téléphone, le taux de décroché. Ils ont fait des accompagnements individuels pendant 2 mois, accompagnement à l'écrit pendant 2 mois. Ils ont fait des visites avec les responsables régionaux, etc., etc. Bref, ils ont véritablement fait un effort d'entreprise avec même des routines managériales, c'est-à-dire que bimensuel, il y avait des analyses de mails, de téléphone avec une grille d'évaluation. Même le collaborateur pouvait proposer ses propres appels en disant tiens, regarde, là j'ai été bon là-dessus. Et regarde, là je suis en difficulté. Et là vraiment, il y avait tout ce qui était travail sur le structure, les attitudes, etc., etc. Et il n'y a vraiment pas que le respect du script, comme tu disais, Julien. C'est être aimable, être courtois, etc., etc. Et ce qui était intéressant, c'est que les clients disaient ah, vous êtes passé aussi à la formation culture client. Et le client, au final, se disait ah, ben dis donc, par rapport aux autres centres de contact, on voit la différence. Et il y avait vraiment un véritable avant-après qui faisait que le centre de contact avait été transformé. Ce qui est intéressant également chez Geodis, c'est qu'ils disent que l'excellence relationnelle doit absolument combiner l'humain et le digital. Par exemple, Geodis a lancé il y a quelques mois une application de suivi des livraisons. Et donc, il nous disait, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir une application un petit peu comme Uber, de pouvoir en fait suivre, savoir où on est le colis, mais c'est pas suffisant. Pour faire la différence, il faut de l'humain. Et qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils envoient un petit SMS, mais également, il y a un appel systématique du conducteur. Et le conducteur, comme ça, il l'appelle en disant Hey, enfin, il dit pas Hey, il dit bonjour, je vais vous livrer dans quelques semaines, dans quelques heures, votre colis. Est-ce que c'est OK pour vous, etc., etc. Et donc, comme ça, on arrive véritablement à H-1 à avoir un suivi de l'humain. Et comme il disait, après la suite, c'est peut-être après personnaliser, comme dans Uber, mettre la photo du livreur, avoir son numéro de téléphone, etc., etc. Ce qui va dire, OK, on n'est pas juste, c'est pas de la techno pour de la techno, mais ce qui fait la différence, c'est l'humain associé à la technologie. Et c'est ça qui va créer cette excellence relationnelle. C'est pas juste tout seul d'un outil ou tout seul de l'humain. Je vais passer en fait à la partie excellence relationnelle au centre de contact, mais cette fois partie comment dire logiciel outil. Alors tout d'abord, je vais parler en fait d'un premier client. Voilà, Julien revient vers nous. Alors là, il faut juste que tu nous remettes le son et ça devrait aller. Donc, je vais vous parler d'un premier client qui s'appelle Prévoir. On parlait tout à l'heure d'un cas dans les assurances. Prévoir, en fait, est une société d'assurance et en fait, ils ont identifié que lors de certains moments de vérité, un client doit être plus accompagné et être plus aidé. Et donc, en fait, ils ont mis en place des campagnes d'appels sortants proactives. Et il y en a deux que je voulais partager avec vous. La première, en fait, qui s'appelle Direction Retraite. Parce qu'ils se sont rendus compte que les gens qui faisaient confiance à Prévoir, et ben en fait, une fois qu'ils partaient à la retraite, ils se retrouvaient le dernier jour en disant bah tiens, bah, voilà, je suis à la retraite, qu'est-ce que je fais de mon argent, qu'est-ce que je fais de mon épargne? Et donc en fait, tout simplement, ils étaient un petit peu perdus. Et puis parfois, au lieu de faire confiance à Prévoir comme ils le faisaient pendant toute leur période avant la retraite, et ben ils faisaient appel à une banque, à un courtier associé, etc. Et donc en fait, ils ont dit s'il y a un moment de vérité, mais il faut pas appeler la personne un mois avant, 3 mois avant, non, il faut l'appeler bien en avance. Et donc 2 ans en avance, ils appellent les personnes qui vont partir en retraite en disant voilà, bonjour, vous allez bientôt partir en retraite, est-ce qu'on peut vous aider pour tel truc? Voici quelques conseils, voilà, vous avez ceci, cela. Et donc en fait, ça les aide en fait à mieux préparer la retraite. Si nécessaire, en fait, il y a un agent
qui peut se déplacer chez eux pour les aider à préparer cette retraite. Et là, c'est un appel qui est vraiment très apprécié. Donc, ils ont dans leur solution de centre de contact éloquent un système comme ça d'appel proactif intéressant. Ils ont également une deuxième cible qui sont les agents d'assurance, qui sont souvent très courtisés. Et le problème, c'est que parfois, en fait, entre les différentes campagnes, les différentes emails, et ben, en fait, il y a certains agents d'assurance qui passent un petit peu entre les mailles du filet et qui ne sont pas accompagnés. Et donc, en fait, ce qu'ils font, c'est que ils vont tout simplement les appeler, tous ces gens-là qui n'ont pas eu de communication particulière, en disant voilà, bonjour, comment ça se passe, etc., etc. Là, en fait, ils créent du relationnel, ils créent des opportunités, et éventuellement après, les commerciaux terrain vont faire en fait leur travail derrière après l'action du centre de contact. Le résultat, ce qu'ils voient, c'est une réduction du churn et surtout une augmentation de la fidélité, et surtout en fait le centre de contact qui non seulement se voit valorisé, mais le client aussi qui se dit ah waouh, ah oui, je suis vraiment écouté. Là, on est véritablement dans des exemples d'excellence relationnelle. Un autre point, un autre exemple, c'est Consorrente, qui est une société en fait qui fait de l'assistance téléphonique pour des banques et d'autres entreprises. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ils ont des pics d'appels et ils ont en fait des moments un petit peu clés dans leur activité et ils savent que va falloir anticiper les choses. En même temps, ils ont aussi un turnover important parce que dans des équipes techniques, et ben en fait, on sait très bien que le centre de contact, c'est des équipes qui bougent assez souvent. Donc leur solution, en fait, ça a été tout simplement de fidéliser les collaborateurs. Donc, ils ont un parcours d'onboarding avec un focus sur les soft skills parce qu'ils savent qu'ils ont des informaticiens qui connaissent un petit peu comment démarrer un ordinateur. Mais ils se disent, OK, c'est pas tout de connaître l'informatique, il faut aussi écouter le client. Et donc, ils ont des formations sur l'écoute, comment on fait une écoute active, etc., etc. Ah, je crois que Julien est repassé. J'ai entendu le son qui repassait. Donc, normalisation d'activité, donc comment ça fonctionnait. Et donc, ils ont 3-4 jours comme ça de formation sur les soft skills. Et après, en fait, ils ont une formation qui va de 1 à 2 semaines sur les spécificités métiers du client, les logiciels à utiliser, les dépannages, les logiciels, etc., etc. En plus de ça, ils ont également mis en place une gamification avec des quiz, des jeux de rôle pour rendre un petit peu plus fun et aider un petit peu une formation à être plus agréable. En complément de cela, on passe toujours dans l'excellence opérationnelle. Et ben en fait, tout simplement, ils ont mis en place de la co-construction et de l'intelligence collective au sein des équipes. C'est-à-dire qu'ils ont demandé à des collaborateurs de dire bah voilà, va y avoir un pic d'activité, on le sait, il va y avoir en décembre, il va y avoir en janvier une activité au retour des vacances. Comment on fait en fait pour que ça se passe le mieux? Et en fait, ce qui se passe, c'est que ils ont travaillé, ils ont dit bah voilà, on va avoir une période d'activité vachement importante. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va faire par exemple un séminaire d'intégration? Est-ce qu'on va faire un challenge? Est-ce qu'on va faire ceci, cela? Et en fait, ils ont trouvé des idées. Non seulement ça a permis d'avoir une meilleure cohésion d'équipe, plus 20% de productivité lors des pics, mais également une réduction du turnover ou de l'absentéisme jusqu'à 50% la première année sur les équipes. Également, faire évoluer tout ce qui est process et équipe. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de ce que l'on peut faire pour améliorer l'excellence opérationnelle, l'expérience relationnelle au centre de contact. Alors, Julien, je te laisse peut-être revenir sur ton exemple. Je pense que tu as récupéré le son. Est-ce que le son Oui. fonctionne? Ah, attends. Désolé à tous et à toutes pour les aléas du technique. C'était pour revenir, c'est vrai que le temps, mais c'était pour revenir tout compte fait sur la partie d'un centre d'appel. L'image que je vous avais mise, c'était une image avec une console tout compte fait. C'est que quand malheureusement on est trop sur un script, même s'il est bien rédigé, c'est qu'on enlève un petit peu du côté de l'humain. Quand dans ce centre d'appel et qui vous demande d'emblée quel est votre identifiant ou quel est votre mot de passe, pas mot de passe, mais numéro de téléphone, vous perdez directement la personne. Les grandes personnes qui arrivent vraiment à s'en sortir, et ça pourrait corréler une question aussi au niveau de l'assurance, c'est quand on pose directement des questions ouvertes, quand on commence l'échange. Et ça, on prend un petit peu pour savoir le pourquoi du comment elle est là. Est-ce qu'elle a passé une bonne soirée? C'est bête, mais ce genre de choses, on évite malheureusement de poser ce type de questions parce qu'on est catalogué. On doit dire, tiens, on a un appel qu'on doit faire très rapidement. On va devoir répondre toujours à la même problématique ou une problématique un petit peu différente. Question ouverte pendant l'échange, malheureusement, il s'avère qu'on perd les personnes. Et la personne qui vient en général du côté un petit peu sur un certain litige, si vous ne prenez pas son pouls, si vous ne lui posez pas des bonnes questions, si vous ne prenez pas tout compte fait, l'attention du moment qu'elle prend d'échange avec vous, sachant que derrière ça aussi, elle est amenée à passer par un centre d'appel, donc ça peut prendre un petit peu de temps.
c'est vrai que dans les centres d'appel qui vous annoncent le temps d'attente, c'est très important, avec une musique que vous pouvez même choisir, et qu'après, directement, la personne rentre dans la communication sans vous lire son script, en étant de manuel individualisé et très personnalisé pour le coup. Ça fonctionne. Et surtout à la fin, quand on est sur la fin, c'est pas tout simplement de dire j'espère que vous avez satisfaction car j'ai besoin de 5 étoiles pour continuer mon beau travail, mais c'est de continuer un échange possible et que cette personne-là lui pose une question ouverte. Est-ce que vous avez vraiment apprécié cet échange? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est opéré? Et que vous soyez très naturel. Et c'est comme un exemple que Fred nous avait mis en début, c'était au dire le fameux bref, tout le monde s'appelle pareil. Et malheureusement, tout le monde s'appelle pareil. Non, chaque personne est individuelle. Chaque personne a une possibilité pour transmettre la bonne façon de faire. Et si on arrive à se détacher du script, à mon sens, et pour avoir étudié pas mal les centres d'appel, on devient plus performant et on donne encore un sens et un impact à la personne qui nous appelle. Donc voici mon élocution sur le centre d'appel. C'est vrai que le temps passe, mon cher Fred. Ouais, alors j'ai mis la petite vidéo d'Éric Dampierre dans le chat, comme ça vous pourrez la regarder. Ça vous fera sourire. Alors justement, on arrive sur la partie un petit peu interactive. Alors Julien, tu voulais en fait faire en sorte que l'on puisse échanger avec nos auditeurs. Là, on est encore une petite centaine en ligne. Je te laisse poser tes questions à nos chers auditeurs. Exactement, je vous dis ça dans quelques instants. Donc, on vous avait envoyé certaines questions pour le coup, où on avait envie un petit peu à vous sonder. Là, ça va s'afficher dans quelques instants. Oui, là c'est bon, on a, les questions sont immédiatement disponibles. On a les différentes questions que vous avez envoyées et merci aux personnes qui nous ont répondu. On voulait vous poser des questions ouvertes pour le coup. Comment vous arrivez à motiver vos équipes? Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez important. Est-ce que vos équipes elles communiquent bien ensemble? Ça, c'est aussi un sujet, car quand vous êtes en relation client, est-ce que vous allez transmettre la bonne façon de faire? Parce que on a tous nos pré-idées conçues, mais derrière ça, il faut toujours s'accompagner et écouter bien pour être encore plus performant. On avait aussi de se dire, tiens, est-ce que vous souhaiteriez mettre en avant une situation, pour le coup, pour être encore meilleur sur le plan relationnel? Et la question que se posent beaucoup de questions, et pas que, c'est comment on arrive à mettre une bonne empreinte relationnelle dans vos entreprises, dans vos structures. Car des fois, on oublie ça. On oublie qu'on est en contact avec un client ou une personne qui va rentrer, qui va vouloir avoir une attente différente. Et une expérience que vous aimiez partager. Donc, on a eu quelques éléments de réponse que je vais vous afficher dans quelques secondes. Donc, c'est pour ça que c'est assez intéressant par rapport au chat qui est en ligne. Donc, nous, on a relevé avec Fred l'équipe par les récompenses et l'accompagnement. Ça, je pense que Fred est très bon aussi là-dedans. C'est vrai que sur l'incentive, il faut. Car si malheureusement, vous n'avez pas de choses qui est mise en avant devant vous, malheureusement, la personne elle reste un petit peu bien assise et ça reste un petit peu problématique. Par l'écoute, ça, c'était un sujet très important. La reconnaissance, qui est pour le coup, en étant ancien RH, il faut reconnaître les hommes qui font un travail vraiment très bien, il faut leur dire tout simplement. Et puis, par l'échange de bonnes pratiques, c'est vrai que si on n'arrive pas à s'écouter les uns vers les autres, et si on reste toujours dans nos mêmes malheureusement. Et puis, quelqu'un que vous avez évoqué, la partie des team building, qui est vraiment un moment riche, sachant que depuis un petit peu difficile de pouvoir les mettre en place, si avec des outils de visio, mais ça a enlevé du tissu relationnel. Donc, c'est ça. C'est différentes thématiques qui sont pratiquées par de nombreuses personnes au sein de ce groupe. Est-ce qu'il y aurait d'autres éventuellement pratiques que vous souhaiteriez mettre dans le ou des attentes particulières? Et on se plaisir de vous répondre avec Fred. Ouais. Alors, n'hésitez pas, on est vraiment à votre disposition. Est-ce qu'il y a des questions que vous avez sur, comme le disait Julien il y a quelques secondes, est-ce que vous arrivez à motiver vos équipes ou est-ce que vous avez des problèmes de motivation des équipes? Est-ce que vos équipes communiquent bien entre elles? Est-ce que vous avez une situation justement que vous voulez partager, vous êtes bon sur le plan relationnel? Est-ce que vous avez des retours d'expérience à nous partager? Ça peut être intéressant comme ça de partager en live ces différentes bonnes pratiques. Voilà. Alors, on vous laisse nous poser une question, répondre aux questions ou deux, parce que je sais que c'est toujours les premières questions qui sont les plus difficiles. Juste avant, si tu veux, on va passer aux 2-3 questions qui nous ont été posées précédemment. En fait, il y a une question de Bruno qui dit « Beaucoup d'entreprises sont orientées dans un management par les objectifs, donc du volume. Comment faire du qualitatif dans un tel contexte ?»
Ça, c'est une très bonne question qui revient très souvent. Est-ce que tu veux la prendre, Julien? Ou tu veux Oui, avec plaisir. Et puis moi je compléter? Oui, pense que bien sûr. ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, comme tu le disais, cher Bruno, et merci pour votre question, comment on arrive à faire du qualitatif dans un tel contexte? Je pense qu'à un moment, on va mettre les valeurs de l'entreprise. C'est que quand on arrive dans une entreprise, à ses codes, chaque personne a ses envies d'aller, d'avancer. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand on est trop, il y a des femmes et des hommes qui sont là au quotidien pour améliorer l'entreprise, améliorer les process. Et je trouve que quand on doit faire du qualitatif, il faut surtout bien onboarder les personnes et régulièrement, au fur et à mesure du temps, les former et pas les laisser de côté. Parce que si on les laisse de côté, malheureusement, ben, on fait juste du quantitatif. On veut juste récolter la commission qui est certes importante, mais que malheureusement, on doit mettre encore plus de l'impact des femmes et des hommes qui contribuent tout compte fait à une meilleure entreprise, produits ou nouveaux services, parce qu'ils sont en contact avec le client. Et le client, c'est celui qui nous fait vivre et qui nous permet de partir les factures de différentes entreprises. Donc c'est ça, c'est surtout ça, grosso modo. Je pense qu'il y a une bonne partie pour le coup sur l'onboarding et sur l'accompagnement des personnes. Est-ce que tu veux relater quelque chose, mon cher Oui, Fred? alors je veux juste compléter un petit peu que c'est vrai que cet aspect quantitatif, ben, il est présent ben, parce qu'il faut prendre des appels, parce qu'il faut que les personnes soient présentes, etc., etc. Le truc, en fait, c'est que il faut aussi mesurer le coût de l'insatisfaction. Et souvent, en fait, les entreprises négligent un petit peu ça en disant, bah voilà, est-ce que vous avez été bien écouté ou pas? Donc la première chose, en fait, c'est se dire, voilà, quelle est la satisfaction? Et la mesure de la satisfaction post-appel, c'est quelque chose qui est vraiment très simple à mettre en place et se dire, est-ce que le client est content ou pas? Et s'il n'est pas content, pourquoi? Parce que ben, on peut voir qu'un client peut quitter l'entreprise parce qu'il a une mauvaise relation avec l'agent qui, en fait, entre guillemets, moi je dis toujours, c'est la dernière ligne de défense de l'entreprise. Si l'agent, en fait, fait mal son boulot, la personne dit, mais j'en ai marre de cette entreprise, ils répondent toujours à côté, etc. Après aussi, c'est détecter l'insatisfaction cachée. Par exemple, parfois, un agent, il peut se dire, bah, j'ai fait mon boulot, j'ai répondu, mais en fait, le client, il avait mal choisi son besoin, ou alors il y avait des délais qu'il n'a pas respectés, etc. Bah, c'est comme ça. Et le client, il est pas content, il se dit, oh là, mais c'est de ma faute, entre guillemets, ou j'ai pas pris de bon règlement. Et on se retrouve souvent dans l'insatisfaction cachée, ce fameux ventre mou, où les gens ils donnent des notes entre, par exemple, sur 10, entre 5, 6, 7, et ils sont pas forcément contents, mais ni très mécontents. Donc, en fait, ces gens-là, c'est souvent des gens qui sont un petit peu fatalistes. Et ce qui est intéressant de faire, c'est permettre aux conseillers du centre de contact de tout simplement mettre en fait une note sur non pas la qualité de sa réponse, mais sur la satisfaction du client. Et ça permet parfois d'identifier des dysfonctionnements dans l'entreprise, ou alors de dire, ben, moi, en tant que conseiller, j'ai pas les moyens de faire quelque chose, mais par contre, en fait, ben, je vais essayer de passer votre demande au service réclamation, qui permet en fait qui a un peu plus de pouvoir que moi. Donc, pouvoir comme ça escalader dans des situations un petit peu complexes. Donc après, l'objectif, hein, le quantitatif, c'est vrai que c'est bien, mais c'est se dire aussi quels sont les résultats derrière. Et cet aspect, donc, mesure de la satisfaction est essentiel, mesure du churn. Et parfois, en fait, il y a un excellent cas d'usage qu'on a vu avec Bouygues Télécom Entreprise. Alors, j'essaie peut-être de vous mettre dans le chat la conversation. Je vais essayer de vous le retrouver ici. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Mathieu Melouf de Bouygues Télécom Entreprise, justement, expliquait comment ils faisaient pour choisir les priorités en termes d'expérience client et comment mesurer la rentabilité. C'est-à-dire qu'ils avaient vraiment une approche qui était très rationnelle. C'est-à-dire qu'ils disaient, bah voilà, moi, on sait qu'il y a un problème sur tel sujet, où il y a une problématique à améliorer, un point noir du parcours client. Donc, ils disaient, ben, on va voir ce qu'on peut faire. Donc, ils disaient, on va faire une étude, on va proposer, par exemple, une amélioration, une satisfaction, une enquête, un ceci, un cela. Et en fait, ils mesuraient juste après, soit tout simplement le taux de réachat, soit tout simplement le taux de churn, soit tout simplement en fait la satisfaction client. Et s'ils se disaient, bah voilà, finalement, on a amélioré les choses, mais la satisfaction perçue n'a rien bougé, à ce moment-là, en fait, ça sert à rien de le faire. Et par exemple, on se dit, bah tiens, est-ce que c'est vraiment important d'appeler les appels et de faire un taux de décroché de 95%? Ouais, mais si derrière la satisfaction n'est pas importante et que là, il y a des personnes qui sont insatisfaites, ça sert à rien. Donc, il faut plutôt à ce moment-là travailler sur le first call resolution, c'est-à-dire la résolution au premier appel, accepter de passer un peu plus de temps pour que la satisfaction soit meilleure, que le client n'ait pas de double appel ou de réappel. Donc tout ça, en fait, c'est vraiment de la statistique et de la mesure. Et si vous voulez, je vous mettrai ici la petite
la petite interview de Mathieu Melou de Bouygues Télécom Entreprise qui est vraiment très intéressante justement et qui explique en quoi justement la mesure et le ROI est essentiel pour vérifier sur quoi on doit porter en fait ses efforts. Voilà. Alors, est-ce Et tu qu'il as y a une autre... entièrement, Oui, je t'en prie. ah, tu as entièrement raison pour le coup. Il y a peut-être une question qu'on pourrait élucider. Alors, cette question, nous les traiterons et surtout les réponses, car c'est vrai que le temps nous est compté, mais les personnes qui sont parties il y a quelques instants, on traitera le retour pour oublier personne. Il y a quelque chose, je trouve, qui est assez. Tu me dis si ça te dit, Fred, c'est tout compte fait. Il y a une question. Bonjour, la démarche relationnelle client se heurte à la productivité, activité, grande distribution. C'est vrai que je trouve que malheureusement, dans certains secteurs d'activité, et là, on rejoint un petit peu le côté quantitatif, il y a des personnes qui sont peut-être pas au bon poste, qui sont pas malheureusement au contact du client, qu'ils devraient être au contact du client, mais on les oblige à faire plus de tâches que prévu. Et je trouve que relationnel, ça revient vraiment sur un sujet, c'était qu'on fait. Comment on va arriver à mettre en place une meilleure culture relationnelle? C'est au travers de ces personnes-là, en les déchargeant et en leur demandant pas automatiquement de faire que du facing, et oublier qu'il y a des clients qui sont dans cette grande distribution, ou même dans d'autres enseignes. Il y a d'autres enseignes qui malheureusement n'osent pas aller vers le client. Et je trouve que cette partie-là, c'est de prendre pour répondre. Et il y a beaucoup de personnes qui nous diront, dans les acteurs et les actrices de ce secteur d'activité, je n'ai pas le temps. Mais est-ce que vous prenez vraiment le temps que cette personne-là qui vient dans votre espace puisse échanger avec vous et que vous mettiez un petit peu vos tâches un peu récurrentes et que vous preniez le temps de pouvoir échanger. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la situation qu'il y a eu, c'est bien de rediscuter avec les gens et tout simplement leur faire vivre cette expérience qui est pour le coup une expérience unique, mais pas une expérience simplement codifiée en disant oui, je n'ai pas le temps ou c'est là-bas. Donc il faut vraiment, je pense, il y a peut-être une réponse que tu voulais apporter. Il y a une question qui revenait sur la partie comment on arrive à motiver ses équipes, Fred. Ouais. Alors, il y a une question de Laura qui, juste Ah, avant, qui me pardon, disait qui était très parti. intéressant le retour contact center sur les appels sortants à l'heure actuelle. On essaie de diminuer les appels entrants pour avoir davantage de ressources pour gérer les appels sortants et faire preuve de proactivité. Quel conseil pour diminuer les appels entrants? Le voicebot, quid du côté humain? Alors, Laura, c'est une excellente question parce que là, on parle des outils. Le but, en fait, c'est véritablement de soulager les conseillers du centre de contact avec les demandes à faible valeur ajoutée. Alors, je vous ai pas mis ici le cas de Geodis, puisqu'en fait, là, je vous ai mis là, dans la vidéo l'interview de Vianney d'il y a 2 ans, mais en fait, on a eu le plaisir en fait j'ai eu le plaisir de co-animer avec lui une intervention pas plus tard qu'il y a 2 semaines, et je vais vous mettre ici dans le chat. Et justement là, il répondait exactement à votre question. C'est-à-dire que eux, ils disaient, ben voilà, les agents doivent être concentrés sur les appels à valeur ajoutée. Il y a des choses qui sont simples. Donc en fait, dans son intervention, il expliquait qu'ils allaient mettre en place différentes techniques pour en fait faciliter et simplifier le self-care. C'est-à-dire qu'ils allaient mettre en place une FAQ en ligne, un chat en ligne, ce qui permettait en fait de faire un petit peu plus de rapidité et de simplicité. Le voicebot aussi également, c'est un excellent moyen parce qu'en fait, le voicebot peut répondre en fait aux demandes simples, par exemple suivi de colis, par exemple faire de la qualification. On a comme ça un cas d'usage dans le domaine en fait de l'intérim où en fait on a un voicebot qui envoie un SMS d'abord en disant aux intérimaires, tiens, est-ce que vous êtes disponible pour répondre à un questionnaire pour savoir si vous êtes dispo, et la personne dit oui ou non. Vous allez être appelé, enfin, elle dit vous allez être appelé. Soit la personne elle décroche, soit elle décroche pas. Si elle décroche pas, c'est un message qui tombe sur son répondeur. À ce moment-là, en fait, elle rappelle ou le bot, ou en fait, elle l'a au téléphone, et le bot lui dit est-ce que vous êtes cherchez encore du travail? Est-ce que vous acceptez de travailler la semaine? Est-ce que vous êtes disponible la semaine prochaine? La personne peut dire oui, le vendredi, le samedi, le dimanche, mais pas de jeudi, etc., etc., etc. Voilà, donc ça permet de soulager les clients des appels à faible valeur ajoutée. Donc, on est vraiment dans cette optique-là, c'est que le conseiller doit doit intervenir sur les appels où il peut apporter de la valeur, où il peut apporter du conseil, il doit prendre un peu plus de temps. Et au contraire, sur les appels très simples, et à ce moment-là, on va se contenter de l'automatisation ou un premier niveau. Voilà.
Alors, une autre question en fait de Patricia qui dit la satisfaction cachée est plutôt à 7 et 8. Oui, tout à fait, 7 et 8, mais parfois en fait on a des notes aussi un petit peu limite. On se dit ouais, 6. Ah, si finalement 6, c'est pas si mal que ça. Et c'est pas facile parfois d'identifier ces gens-là. Et le fait que les conseillers puissent noter dans leur CRM en disant tiens, ah là, il y a eu un problème, c'est vraiment différent de l'appel de notation classique. Voilà. Il y a Rania qui disait ouais, il est impératif de donner du sens aux objectifs et expliquer aux équipes les bénéfices obtenus si atteindre d'une bonne qualité de service et d'une productivité. Oui, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important. Voilà. Alors, tiens, il y a Stéphane qui pose une question, peut-être ça va être pour toi. On sait que l'excellence relationnelle passe aussi par une expérience collaborateur réussie, mais aussi que les encadrants soient orientés clients et pas uniquement sur la productivité. Aviez-vous des exemples de réussite ou de cas précis qui ont inversé l'angle de vue de Stéphane? Alors, est-ce que toi, Julien, tu voudrais répondre? Autrement, je pourrais répondre à cette question de Stéphane. Non, j'aime bien que tu répondes. Puis je Alors, reprendrai, je conclurai. d'accord. Alors en fait, oui, là c'est vraiment important de ne pas négliger en fait le rôle des managers. Souvent, ce qui se passe dans un centre de contact, lorsqu'on dit bah voilà, faut de la productivité, faut de l'efficacité, il faut de l'orientation client, et ben en fait le manager il doit perdre un petit peu de pouvoir parce que le conseiller doit tout simplement accepter, enfin a plus d'autonomie pour faire des petits gestes commerciaux, pour passer un peu plus de temps, etc., etc. Et le manager souvent il se retrouve un petit peu pris en défaut parce qu'il se dit mais mon rôle de manager, c'était de décider. Maintenant, je peux plus forcément décider. Ah, il sait plus également où ça se passe. Donc, en fait, il faut travailler à la fois sur le conseiller, mais redonner du sens au rôle du manager et plus être là en coaching, plus là en écoute. Et pour cela, ça passe par généralement une formation spécifique pour les managers, pour leur expliquer que leur rôle maintenant, c'est plus de contrôler exclusivement, mais vraiment de conseiller et pas être uniquement sur la productivité. Et pour cela, en fait, nous, ce qu'on conseille toujours, c'est mettre en avant les bonnes pratiques. Souvent, en fait, dans les entreprises, on est parfois trop sur la carotte et le bâton. Nous, on voit bien ce qui marche le mieux, c'est véritablement la carotte. C'est-à-dire dire, tiens, c'est le comportement positif. Il faut vraiment mettre en avant ces comportements positifs, dire, voilà, tu as bien fait le truc, tu as fait un truc qu'il fallait, etc. Mettre en place une relation, comment dire, mettre en avant, en fait, les comportements positifs, par exemple, par une newsletter, on dit tiens, regardez les best failures, c'est-à-dire best failure, c'est quand ça s'est mal passé, finalement on a fait quelque chose de bien et ça s'est retourné la situation. C'est comme ça en fait que ça marche. Dans des réunions de service aussi, dire tiens, regardez, là il y a un truc qui a été bien fait et féliciter les équipes et le manager et surtout pas forcément bypasser le manager. Parfois en fait, il y a la direction qui reçoit des feedbacks directement de clients et le manager de la direction générale ou un directeur dit ah c'est bravo, très bien pour tel agent. Sauf qu'en fait on bypasse le manager qui se sent un petit peu dire mais mon rôle, c'est plus le rôle. Donc, en fait, on a vraiment un changement de rôle qui doit être travaillé. Le deuxième point aussi, c'est que lorsqu'on travaille comme ça sur cette excellence relationnelle, il faut travailler sur la durée. On a le cas, par exemple, avec Malakoff Médéric, qui expliquait qu'ils avaient changé leur manière de former les agents. Au départ, en fait, les formations, c'était souvent une journée ou 2 jours. Allez, on va travailler l'accueil. Hey, on va travailler la gestion de la satisfaction, etc., etc. Et ils se rendent compte, en fait, que cette formation-là n'agit pas sur la posture et la mentalité des conseillers sur le long terme. Et donc, ils ont changé leur manière de former. Et ça, on le voit dans le livre Culture Client qui a été écrit par Guillaume Antonietti et Daniel Reich. Et ils ont changé cette manière-là en disant, il faut que ça devienne un réflexe. Donc, au lieu de faire cette fameuse sacro-sainte journée ou ces 2 jours de formation sur une thématique, ils ont dit, on va étaler ça sur plusieurs semaines. Et tous les jours, en fait, ils ont la minute ou les 2 minutes du client où, en fait, ils discutent, ah, tiens, j'ai eu un appel, j'ai tel truc. Et, ou alors, ils disent, tiens, j'ai un cas client qui est intéressant, regardez, voilà ce que j'ai fait, etc., etc. Et on passe comme ça d'une formation qui souvent est compliquée à être maintenue dans le temps à quelque chose qui est sur la durée et qui devient en fait un réflexe inné. Voilà. Donc c'est comme ça en fait que ça marche et comme ça en fait on peut impliquer les managers et c'est pas uniquement d'un manager qui est dans la sanction mais un manager qui est vraiment dans l'accompagnement et dans le relationnel. Voilà. Alors j'espère que j'ai répondu à votre question. Alors, il y avait une question pour toi, Julien, mais je pense qu'on va pas y répondre. C'est quelle compagnie parles-tu qui était pas très orientée client? Donc ça, on va pas forcément en EJ, parler. EJ, EJ. C'est l'acronyme. Alors, C'est est-ce vrai qu'il qu'on y va a tirer une tranquillement. dernière question? Autrement, on va vous laisser, vous libérer, puisqu'il est 11h09 déjà. On prendra peut-être une dernière question si vous en avez une. Autrement, on vous souhaite à tous une très excellente journée. J'espère que ce webinaire vous aura aidé. Alors, Julien, tu avais préparé pour nos auditeurs un petit plan d'action et une conclusion. Je te laisse Exactement. peut-être là
la partager et ça sera peut-être le mot de la fin avec le plan d'action. Exactement, je vais vous montrer un petit peu les topics sur lesquels on a échangé, qui regroupent de toute façon, c'est ce qu'il fallait retenir à mettre en place. Je vais rebondir dans un premier temps sur ce que disait Fred, et je pense que oui, il faut vraiment accompagner les équipes pour le coup dans le temps et pas juste sur des actions, des actions importantes. Il faut vraiment les accompagner et ça, c'est important. On est dans un monde aujourd'hui qui est rempli de super technologies qui fonctionnent très bien, mais en n'oubliant pas que derrière ça, il y a quand même l'humain qui est moteur de toutes ces belles actions. Il faut vraiment penser, je pense que l'entreprise doit être une priorité de remettre l'humain au cœur de l'action. Car aujourd'hui, on est tous un petit peu dispatchés dans le monde avec tous ces outils qui sont très, très bien. Mais à un moment, cet impact de nos entreprises, des enjeux pour le coup. Parce que quand on est manager, on a beaucoup de responsabilités aussi. On a des équipes à accompagner au quotidien. Mais quand on a peut-être tout compte fait une seule chance de délivrer le bon message et surtout le bon message qui va être perçu par la personne qui va vous avoir, qui n'est pas toujours agréablement conquis ou pas ou conquise de l'échange qu'elle peut avoir avec vous. Donc, en ouvrant un peu plus en termes de communication, il faut personnaliser. Et c'est ça, la personnalisation. Moi, j'ai toujours dit aux entreprises et même aux personnes des fois que j'ai essayez d'individualiser cette relation, car cette individualisation, elle va vous sortir de votre quotidien et vous ne serez pas capable à dire toujours la même chose. Car sinon, on écoute un petit robot qui, lui, a compris beaucoup de choses, qui a eu beaucoup d'informations dans sa tête, malgré que ce soit un humain qui le met en place. Mais c'est ça, c'est garder cette énergie-là. Et puis la relation avec les collaborateurs, oui, c'est vrai que les équipes, il faut vraiment faire attention à elles car aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de choses qui vont arriver dans les prochains mois, on ne sait pas ce qui va se passer, mais en gardant ce tissu de relations et de prendre le temps de partager des best practices, comme le disait Fred par rapport au système de newsletter, ou tout simplement des cas concrets. Des cas concrets, quand ça ne va pas, exprimez-vous dans l'entreprise. Très important, c'est une épinale dorsale aujourd'hui dans les entreprises. Il faut continuer de bien communiquer et on n'a pas toujours les bons registres de communicants. Mais qui n'est pas tombé ne s'est pas relevé et qui n'a pas osé communiquer ne communique pas. Donc, c'est au travers de ça que vous voulez un petit peu retenir. Et puis, un plan d'action, pour le coup, qui peut être mis en place très prochainement et dans ces prochaines semaines. Toujours, pour le coup, c'est d'améliorer la communication au travers de vos équipes. Remonter ces informations, parce que ça, il faut se dire que les personnes qui sont en contact directement avec le client, elles ont énormément d'informations. Donc, mettez-les en avant, qu'elles recensent les informations, qu'elles marquent les informations dans leur base de données, car c'est assez frustrant quand on vous appelle pour la 5e fois et que la personne n'a zéro information de ce qui s'est passé par rapport au précédent appel. Des fois, ça peut être très court pour le coup, car la personne n'a pas pu répondre à votre problématique. Et puis, dans 4 mois, tout compte fait, de refaire un état des lieux sur cette évolution de communication. Des choses à améliorer. Mais la seule chose, c'est de se dire, tiens, on va tenter. Car c'est très simple de bien communiquer, mais ça se fait avec le temps. Et puis, on avance tranquillement. Et puis, on n'oublie pas tout compte fait de personnaliser cette relation avec ses clients. Et pourquoi pas dans 7 mois de se dire, tiens, on refait encore un état des lieux. Et là, on partage. On continue de partager avec ses équipes, c'est-à-dire l'ensemble des retours pour améliorer cette relation qui doit être plus personnelle. Et, comme le disait Frédéric, de retravailler sur ses best practices et tout simplement remotiver vos équipes car on est une équipe qui évolue avec le temps, chacun a ses individualités, mais il vaut mieux que ces personnes rentrent chez elles avec des belles choses, une belle journée, des belles relations clients, que malheureusement avec des choses qu'elles n'auront pas encore enterrées et que la vie continue quand elles sont chez elles et que malheureusement après, il y a d'autres choses qui... Donc, c'était à peu près le plan d'action envisageable pour la suite et des aventures. Moi, ça m'a fait plaisir d'être avec toi, Fred, pour échanger, co-animer ce webinaire et on répondra à l'ensemble de vos questions qui étaient présents dans le chat. Ok, très bien. Merci à tous. Donc, j'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui me disaient quel était le livre, l'ouvrage sur la relation culture-client. Je vais le mettre aussi dans le chat et donc vous pourrez directement le retrouver. Donc, le livre de Daniel Ray et de Guillaume Antonietti
qui est vraiment un livre extrêmement intéressant sur la relation client. Donc, je vous mets ici dans le chat et puis je vous mettrai également les petites vidéos dont on a parlé. Je vous mettrai la vidéo d'Éric Dampierre également dans les versions des slides et je vous mettrai le livre également de notre ami Daniel Rey et Guillaume Antionetti. Comme ça, vous aurez toutes les informations. Merci à toi, Julien. Merci pour ce webinaire. J'espère que vous avez apprécié cette conférence et que vous pourrez en retirer quelques bonnes pratiques. Et donc, on vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire à la rentrée, parce qu'on fera une petite pause pour les vacances. Et puis, bien entendu, Julien, si tu peux parler peut-être de ton dernier podcast, peut-être que tu peux nous dire quelles sont les dernières personnes que tu as interviewées. Entre autres, il y a eu Monsieur Fred il y a quelques mois, mais il y a eu d'autres personnes qui sont passées au micro. C'est vrai que j'ai eu la chance, alors, le privilège d'avoir la première négociatrice femme du RAID. Donc ça, c'était un échange passionnant. Je vous encourage vraiment à l'écouter avec Tatiana Briand, d'une humilité, d'une sincérité et d'une authenticité. Je trouve que les échanges dans ce podcast, c'est quand on arrive tout compte fait à trouver un lien et que c'est bien sûr préparé en amont, mais qu'il y a vraiment un jeu de questions-réponses, une discussion. Donc, toutes ces personnes-là, je vous encourage. Vraiment, les derniers épisodes sont assez bluffants. Il y en aura encore d'autres d'ici à la fin de l'été. Donc, c'est présent pour le coup tous les lundis. Et à partir de 5h50, on fait une petite... Les épisodes sont déjà enregistrés pour la rentrée. Mais il y a des pépites. Il y a des pépites en termes d'expérience client, en termes de management et surtout de personnes qui ont vraiment envie de changer le monde dans les entreprises dans lesquelles elles sont. Et c'est toujours un réel plaisir et j'aurais hâte d'écouter vos retours à ce niveau-là parce que moi, je m'amuse et je pense qu'en termes de communication, faut-il bien s'amuser et bien tempérer les forces en présence pour délivrer cette expérience, mais pas que, mais vraiment profiter du moment. Et quand on arrive à bien motiver ses équipes, on est content quand on rentre chez soi. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir partagé ce moment. Vous êtes restés un peu plus longtemps que prévu, donc c'est très, très agréable. On savait qu'avec Fred, on allait parler un petit peu plus que la norme, mais merci beaucoup à tous et à tous. Merci à tous, merci Gabriela, merci Carole, merci Patricia et à très bientôt pour un prochain webinaire. Et donc n'hésitez pas à aller consulter le dernier podcast qui est paru pas plus tard que hier, je crois, de Julien. Exactement. Et donc et les prochains à venir. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.